Bonjour! Alors, nous filmons notre jury des pairs. Bonjour! Presque dehors. Je vais donc interviewer Camille à l'instant. OK, C'est parti! procédons. Bon, donc Camille, lorsque j'ai lu ta compétence 3, Oui? j'ai vu que tu disais que seule l'expérience allait te permettre de vraiment développer ta compétence de planification. Sauf que, Oui. si tu ne décides pas nécessairement attendre après l'expérience, c'est-à-dire que si tu voudrais être prête là, maintenant à préparer des situations d'apprentissage, peux-tu m'expliquer comment tu t'y prendrais? Oui. Bien, tout d'abord, j'aimerais juste mettre l'accent sur le fait que c'est surtout, quand j'ai créé ma compétence, c'était vraiment en fonction du temps. Comme que l'expérience allait pouvoir me donner plus d'aisance à planifier ma gestion du temps. Mais si je ne désire pas attendre après l'expérience et devenir bonne immédiatement pendant mes prochains stages, qu'est-ce que j'aimerais faire? Bien, me donner comme réflexe lors de ma planification, c'est de prévoir plusieurs plans. Je pense que c'est quelque chose qu'on avait vu en cours, de prévoir des plans B, même jusqu'au plan C, mais en pratique, c'est pas quelque chose qu'on a fait. Là, tu sais aussi, on l'a fait ensemble, notre planification. On s'en est tenu à notre plan de départ en pensant que tout allait marcher toujours, puis la plupart du temps, ça marchait très bien. Mais la fois où on a eu un petit problème technique, il aurait fallu qu'on ait prévu, ben, pas nécessairement des activités supplémentaires parce que moi j'avais trop de choses pour ma période, mais un plan B où dire ok, si on a trop de choses de prévues, je peux couper à telle place. Si on n'a pas assez de choses de prévues, j'ai ça que je peux rajouter. Donc prévoir des plans B et des plans C dans ma planification, même faire des cases spécifiques ou changer de couleur pour que ça soit visible à l'œil quand je vais pouvoir enseigner, me garder ça comme guide sur mon bureau, mettons en avant pendant que j'enseigne. Ça serait une bonne stratégie pour justement acquérir de l'expérience en gestion de temps sans nécessairement attendre d'avoir pratiqué pendant 10 ans dans ma carrière. Donc, si je comprends bien, tu mises vraiment sur la planification détaillée. C'est vraiment un outil qui t'aide. Oui, la planification détaillée à 100%. C'est vraiment pas juste de se dire je vais dire les grandes lignes, puis parce que des fois on a l'impression que la planification détaillée c'est de justifier nos intentions pédagogiques et tout, mais en tant que tel, planifier en réalité les actions que tu peux faire, puis planifier, prévoir les surprises, là, un mot pour surprise. Les imprévus. Imprévus, c'est ça le mot que je cherchais. Je sais pas pourquoi j'avais banalité dans ma tête, mais non, c'est imprévu. Planifier les imprévus, c'est ça. Dans la planification détaillée, pour moi, c'est une des stratégies les plus efficaces. Puis aussi, une autre stratégie que j'avais réfléchie, ça serait vraiment de valider avec des enseignants d'expérience, tu sais, vraiment dire est-ce que tu peux prendre le temps, lire ma planification, puis je sais que peut-être c'est pas quelque chose que toi tu fais dans ta pratique vu que tu as beaucoup d'expérience, mais quand même lire ma planification, puis essaye de me dire est-ce que tu trouves que ça a du sens, pardon, tout ça, est-ce que tu trouves que ça rentre en 1h15, donc vraiment d'aller chercher la validation chez mes pairs avec plus d'expérience. Bon, mais c'est parfait ça. C'est bien, hein? Ensuite, là maintenant on va passer plus à ta compétence 7. Tu dis que tu n'as pas vraiment eu la chance de travailler la différenciation en groupe classe. Oui. J'en comprends que c'est parce que notre groupe était un groupe... en fait, nos groupes étaient des groupes assez forts, ouais. Ce qui faisait en sorte qu'on avait moins besoin d'adapter notre planification en fonction de chacun. Ouais, ça ou, vas-y. Soit les élèves aussi qui étaient plus en difficulté, de toute façon, on les avait en enseignement ressources. Mm-hmm. Donc, en classe, en tant que tel, on n'a pas vraiment travaillé la différenciation parce qu'on savait qu'on allait pouvoir aller les rechercher dans des périodes, dans des activités plus individuelles. Mais toi, puisque c'est quelque chose que tu souhaites développer, c'est quoi les stratégies que tu vas mettre en place dès les prochains stages pour y parvenir à maîtriser la différenciation? Ben moi, je vois ça comme une progression. Aussi, tu veux-tu que je ferme ma porte? Une parenthèse. Pardon. Donc, c'est pas grave, là, c'est juste notre superviseur qui va ça. Juste notre superviseur. Non, mais on t'aime, là. Non, mais ça. Ah, ouais. J'ai dit si tu voudrais à un moment donné, mais je m'excuse. C'est pas voulu, vraiment. On va travailler ça en J'étais trop dedans. On se laisse emporter. OK. On n'est pas mal en montage, donc on va juste continuer. On va faire fi de cette faute. Merci. On a des correctrices qui nous chuchotent, ce qui ne va pas dans la vidéo. Donc, en continuant, comme je disais, je vois ça comme une progression. Donc, à la base, je vais arriver dans mes prochains stages, stage 3, stage 4, et même au début de ma carrière avec ma classe, et je vais utiliser des trucs que Guylaine Turcot en gestion de classe nous a donné. C'est de tenir un petit calepin de notes sur chacun de nos élèves qui se trouve devant nous. Il se passe quelque chose pendant la période
ouch, il se passe quelque chose pendant la période, je vais prendre une petite note, telle personne n'a pas bien compris tel élément de notion, en tout cas, ce genre de notes-là, pour pouvoir viser c'est qui les élèves en difficulté dans ma classe. Ça, c'est la première étape. Pour vraiment pas nécessairement juste m'appuyer sur l'enseignement ressources ou me dire, bon, cette personne-là a déjà un plan de suivi rigoureux. Non, me dire, bon, mais qui dans ma classe n'a pas encore été diagnostiqué, là, un diagnostic métaphorique, là, dans le sens de difficulté d'apprentissage. Là. Ouais, ça, sans nécessairement poser une étiquette sur les élèves. Là. C'est ça, exact. Puis, ensuite, de me dire, bon, mais ça, c'est la première étape. Voyons. Seigneur, il arrive tout pendant la vidéo. C'est pas les chances. Ok, on reprend. Alors, ce que je disais, c'est quoi je disais? Oui, c'est ça, de pas, premièrement, cibler les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage dans ma classe, mais pas nécessairement des difficultés d'apprentissage qui leur... en fait, qu'eux, ils auraient besoin d'avoir un soutien vraiment particulier, là, tu sais, quand l'élève est entre deux, là, tu sais... j'ai besoin d'un soutien vraiment... Juste une petite poussée. Exact. Donc, c'est ça. Ce petit calepin de notes-là va vraiment pouvoir m'aider à connaître bien les élèves de ma classe puis pouvoir être... En fait, ça serait ma première étape à me dire, bon, à partir de ça, quelle différenciation je vais faire dans mon enseignement au groupe classe. Ensuite de ça, après avoir ciblé les élèves en difficulté, là, je vais revenir à la planification détaillée. Pour moi, la différenciation, c'est quelque chose qui se planifie, c'est pas quelque chose qui... s'improvise spontanément quand un élève dit qu'il ne comprend pas. Bien, c'est sûr que oui, là, parce que tu ne peux pas prévoir qu'il ne comprendra pas, mais à la base, dans ta planification, si tu sais que tu vas voir quelque chose d'un peu plus nouveau, une nouvelle notion, une nouvelle matière, une nouvelle règle, peu importe, c'est bien de prévoir 2 à 3 façons de l'expliquer ou 2 à 3 exemples différents, puis vraiment complètement différents, pas juste changer les noms et les verbes, là, vraiment des exemples complètement différents, des activités différentes aussi, parce que certains élèves vont être meilleurs à l'écrit, d'autres élèves peut-être seraient meilleurs en communiquant entre eux, toujours dans un cadre assez serré. Donc c'est ça serait de prévoir là, au moins 3 à 5 façons différentes par enseignement magistral pour être sûr de bien aller chercher tous les élèves malgré leurs difficultés. Ça revient un peu à ton idée de plan B là, de tantôt. Oui, exact. C'est sûr que le plan B de tantôt, c'était plus au niveau de la gestion du temps, mais ça revient au même dans le sens qu'il faut prévoir les imprévus. Puis c'est pas vrai que tous les élèves de la classe vont avancer au même rythme, dans la même direction. Ni comprendre la même façon. C'est ça, donc prévoir seulement un plan A, c'est se fermer les yeux sur les différences. Parfait! Je suis satisfaite de cette réponse. Ensuite, on va voyager dans le temps, à la première année de bac. J'ai lu ta compétence 2. Oui. Donc, celle qui parle des compétences langagières. J'ai vécu le stage avec toi. Je sais que c'est quelque chose qui t'a... C'est une réalité, là, en stage. Oui. C'est vécu. Tu t'évaluais quand même bien dans ta compétence. Tu avais l'air satisfaite de tes capacités là, en français. Exact. Mais en stage 2, je sais que tu as éprouvé quelques difficultés par rapport à ça. Ouais. Donc, si tu avais à réévaluer ta compétence 2 aujourd'hui, est-ce que tu le ferais de la même manière? Oui, en fait, c'est ça. Ma compétence 2 que j'avais évaluée au premier stage, c'était en fonction de la capsule culturelle que j'avais filmée avec mon partenaire de stage qui était même pas l'enseignement du français, hein, malgré que l'usage de la langue, c'est partout, là, c'est pas juste en cours de français. Mais c'était une petite capsule de 20 minutes. Donc, je pense pas que cette évaluation-là ou cette analyse réflexive-là de la langue est vraiment pertinente sur l'ensemble de mon parcours, parce qu'on sait que cette compétence-là, je vais la remettre, elle est déjà déposée sur mon portfolio, ou presque, parce que en tout cas, ça change ma place. Admettons, elle est déjà déposée sur mon portfolio. Bien, dans 2 ans, quand on va remettre notre portfolio électronique, cette compétence-là ne sera pas significative de mon parcours de 4 ans. Donc, aujourd'hui, avec ce que j'ai vécu en stage, puis là, je vais expliquer un peu pourquoi, ça serait complètement différent parce que c'est sûr que je me suis quand même bien évaluée. J'ai parlé du fait qu'on peut toujours s'améliorer, j'ai parlé du fait que j'avais, mettons, un débit trop rapide, mais j'ai beaucoup mis l'accent sur mes compétences orales de la langue parce que c'était la seule façon qu'on pouvait l'évaluer. Alors qu'en stage 2, j'ai fait de la correction de texte. J'ai écrit des textes que je devais rendre à mon enseignante associée. Donc, elle a vraiment pu observer mes compétences langagières au niveau de l'écrit. Et je trouve que c'est vraiment à l'écrit qu'on peut vraiment voir est-ce que je maîtrise bien
toutes les règles grammaticales ou l'orthographe d'usage, le vocabulaire, la syntaxe et tout, alors qu'à l'oral, on s'en permet un peu plus. Donc, c'est facile d'être quand même, d'avoir un langage assez soutenu à l'oral, mais, par exemple, de ne pas mettre toutes les marques de négativité ou ce genre de trucs-là. Mais à l'écrit, c'est vraiment là qu'on voit s'il y a des lacunes. Puis moi, j'en avais quelques-unes. Donc, je ne m'évaluerais pas du tout de la même façon. D'ailleurs, tu sais, je vois à quel point je vais devoir travailler fort, puis c'est correct, puis j'ai déjà entamé mon processus d'amélioration, on va appeler ça comme ça. J'ai comme établi un plan pour vraiment m'améliorer, malgré le fait que c'est déjà quelque chose qui était écrit dans ma compétence 2 à l'époque. Donc, je sais que tu l'as lu, moi je l'ai lu aussi, là, pour pouvoir bien répondre à cette question-là. Mais c'est ça, je disais que je me donnais comme défi vraiment d'avoir un niveau supérieur parce que j'allais être enseignante de français puis que la rigueur doit être doublement plus présente que... Malgré que les autres matières aussi, c'est très important, je veux pas banaliser. Mais toi, c'est ce que tu vas enseigner. C'est ce que je vais enseigner. Comme Lise nous l'a dit souvent, c'est important d'être solide puis d'être ferré, comme elle dit, pour pas se faire piéger par des élèves comme Nicolas dans notre classe, super intelligents qui pourraient nous en... poser des bonnes. Oui, c'est vrai, exact. Donc, c'est ça. Donc, vraiment, comme aujourd'hui, c'est ça, mon auto-diagnostic ne serait pas le même du tout. Je vois que j'ai certaines forces, j'ai beaucoup de motivation aussi, mais que j'ai quand même certaines... je ne veux pas redire le mot lacune, mais dans le sens où, d'emblée, comme ça, j'ai des connaissances moins aiguisées que certaines autres personnes. Et aussi, dans mon autorégulation, ce serait complètement différent parce que là, j'aurais vraiment un plan de progression là, d'établi avec des stratégies concrètes, comme par exemple faire des dictées, corriger des textes à erreur, faire des exercices de syntaxe. Sur Internet, il y a beaucoup de sites d'exercices grammaticaux. Donc, un exercice ou un exercice d'exercices grammaticaux. Tu vois? Alors, c'est ça. Puis de toute manière, c'est une compétence qui se développe. Là. Le français, on en apprend tous les jours. Donc, exact. Donc, je suis pas inquiète du tout. Je suis vraiment... Puis en plus, j'aime ça. Donc, moi, j'ai toujours aimé ça faire des exercices. Je me suis juste rendu compte qu'il faut pas que j'arrête d'en faire là, pendant le début de ma carrière au minimum. Alors, voilà. Bon, ben merci pour ton temps. Ben merci de m'avoir accueilli dans ton émission sur la pédagogie, la réflexivité. Ça me fait plaisir. Alors, on se retrouve la semaine prochaine dans un autre épisode de Camille et Rosie parlent du français. Non, Camille et Rosie parlent des compétences. Merci, à la prochaine.